République des valeurs vous offre... Bonjour, nous revoilà encore une fois sur votre plateforme Prépa-Bac 2020 pour vous présenter un cours d'histoire portant sur les relations Est-Ouest, plus connues sous la guerre froide. Mais avant de commencer le cours, comme nous avons l'habitude de le faire, donc nous allons encore une fois de plus lancer un message de sensibilisation à l'endroit des populations pour le respect des gestes barrières. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, le nombre de cas atteints de Covid-19, donc le nombre de cas a pratiquement explosé. Et depuis pas mal de jours, nous avons dépassé la barre des 1000 malades, qui le seuil critique. Et d'après les spécialistes de la santé, si les hôpitaux arrivent à saturation, ça peut être quand même un peu fatal. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons un 12e cas de décès lié à cette maladie. Donc, nous présentons des condoléances à sa famille ainsi qu'à toute la population sénégalaise et nous renouvelons quand même l'appel au respect des gestes barrières. Okay. Donc, comme nous l'avons dit à l'entame, nous allons vous présenter le cours sur les relations Est-Ouest. Si on prend le programme d'histoire, les relations Est-Ouest, c'est la seconde leçon. La seconde leçon du programme. Donc les relations Est-Ouest. Les relations Est-Ouest. Donc les relations Est-Ouest ou guerre froide. Naturellement, on ne peut pas parler des relations Est-Ouest sans pour autant évoquer l'épisode de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez sans doute, de 1939 à 1945, le monde avait connu un épisode assez tragique qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, période à laquelle les rapports de force au niveau mondial, au niveau international, ces rapports de force allaient changer. L'Europe qui était jusque-là le centre du monde, l'Europe qui dominait le monde parce que avant les deux grandes guerres, la première guerre et la seconde guerre mondiale, l'Europe avait bénéficié d'un certain nombre de facteurs. C'est-à-dire l'Europe a été à l'origine des circumnavigations qui avaient permis aux Européens de visiter toutes les parties du monde, de venir en Afrique, de découvrir l'Amérique, d'aller explorer la route de la soie en Chine. Ensuite, l'Europe a été également au cœur de la traite négrière qui a permis aux Européens d'engranger le maximum de bénéfices. Et plus tard, la révolution industrielle, qui est également un moment où les Européens ont creusé leur écart par rapport aux autres parties du monde. Mais on verra qu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde Guerre mondiale, les Européens vont perdre cet avantage qu'ils avaient par rapport aux autres parties du monde, au profit d'autres nouvelles puissances qui vont émerger. Et ces nouvelles puissances ont profité de la ruine de l'Europe pour se sortir du lot. Et c'est principalement deux grandes puissances. On aura l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, et les États-Unis. Donc l'URSS et les États-Unis, naturellement, vont incarner l'Est. Le bloc de l'Est, nous allons y revenir, va être incarné par l'URSS qui sera le leader, et le bloc de l'Ouest sera incarné par les États-Unis qui seront naturellement les leaders. Et tous ces deux pays sont devenus leaders à la faveur de la Seconde Guerre mondiale parce qu'avant cet épisode, c'est l'Europe qui dominait le monde. Et ces relations Est-Ouest ont été caractérisées de guerre froide. Pourquoi la guerre froide? Parce que le terme guerre froide est du journaliste américain Walter Lippmann. C'est le journaliste américain Walter Lippmann qui a pour la première fois évoqué le terme de guerre froide. En anglais, bien sûr, il a appelé ça Cold War. Donc, j'espère que voilà, M. Samb, le prof d'anglais,
l'orthographe est correcte. Donc Cold War, donc on va transcrire littéralement guerre froide. Et donc c'est quoi la guerre froide? D'après la définition de Raymond Aron, qui est un historien, donc il dit que Raymond Aron dit donc il dit que la guerre froide, c'est une situation de paix impossible. Paix impossible. Guerre improbable. Probable. Donc, paix impossible, guerre improbable. Donc, ces pays ne peuvent pas être en paix, ne peuvent pas coexister en paix. Mais naturellement, ils n'envisagent pas de faire la guerre. Donc, paix impossible, mais guerre improbable. Donc, voilà en résumé la situation. Et cette guerre froide, naturellement, donc, va durer de 1947 à 1991. Donc, 1947 à 1991. Donc, c'est une très longue période, donc très riche, marquée par les relations conflictuelle, mais jamais un conflit ouvert. Donc c'est une guerre idéologique, une guerre politique, une guerre de positionnement entre l'URSS qui incarne le bloc de l'Est et les États-Unis qui incarnent le bloc de l'Ouest. Donc vous voyez, et cette situation donc, est appelée donc, là, une paix impossible et une guerre improbable. Mais cette guerre froide, qui va de 1947 à 1991, connaît plusieurs phases. La première phase, c'est celle de la rupture des alliances. Rupture des alliances et formation des blocs. Formation. Donc, rupture des alliances. Pourquoi rupture des alliances? Parce que durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS étaient des alliés. Ils étaient alliés pour combattre l'Allemagne, pour vaincre, parce que l'Allemagne, qui avait déclenché la Seconde Guerre mondiale dès 1939, donc avait attaqué d'abord le front de la Pologne, donc tous ces pays, la France dès 1940. Ensuite, il s'est attaqué plus tard à l'URSS. Maintenant, les États-Unis vont venir entrer en guerre à partir de 1941 à travers la charte de l'Atlantique pour aider les pays de l'Europe de l'Ouest, notamment l'Angleterre, la France, la Belgique. L'URSS, de son côté, avait également déclenché donc, la première contre-offensive face aux Allemands et la première défaite des Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils vont l'avoir face aux Russes, aux Soviétiques. Mais ces deux blocs, l'Union soviétique et les États-Unis, avaient donc formé une alliance contre l'Allemagne et ses alliés. Les alliés de l'Allemagne, on le sait tous, c'était le Japon, c'était l'Italie, donc qui s'attaquaient au reste du monde. Et on a noté, donc on va noter ici donc, une rupture des alliances. Cette rupture des alliances commence dès 1945. Donc la rupture des alliances commençait à se dessiner dès 1945, c'est-à-dire donc lors des conférences, notamment les conférences de Yalta et de Potsdam. Donc il y en a plusieurs conférences, cette série de conférences commence depuis 1942. Donc ce n'est pas la peine qu'on revienne tout cela. Mais pourquoi on insiste sur les conférences de 1945? Parce que lors de ces conférences qui regroupaient les trois grands du monde, ces grandes conférences regroupaient les trois grands, donc Roosevelt, Franklin, Delano Roosevelt des États-Unis, donc Staline de l'URSS et Churchill, Winston Churchill de la Grande-Bretagne. Donc, on les appelait les conférences à trois, ou bien les conférences des trois grands. Donc, lors de ces conférences, ces pays, ou les dirigeants de ces pays se rencontraient pour
décidé du monde de l'après-guerre, parce que tout le monde était conscient qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde n'allait plus être le même, le monde allait être réorganisé. Et donc, il fallait pas attendre jusqu'à la fin de la guerre pour maintenant s'atteler à cette tâche. Donc, il fallait, lors que la victoire commence à se dessiner, parce que les Alliés étaient sûrs qu'ils allaient vaincre l'Allemagne, c'était simplement une question de temps. Maintenant, pour ne pas attendre jusqu'à la fin de la guerre pour réfléchir sur le devenir du monde, ils ont commencé par une série de conférences dès 1942 avec la conférence de Téhéran. Ensuite, ils ont enchaîné 1944 les conférences de Bretton Woods. Donc, justement, plusieurs conférences, jusqu'à la conférence de San Francisco qui va acter la naissance de l'ONU, etc. Mais j'ai retenu ces deux conférences parce que c'est lors de ces deux conférences précisément qu'on a commencé à noter une rupture entre les États-Unis et l'URSS. Et cette rupture était surtout au sujet de l'Allemagne. Comment allait-il donc organiser l'Allemagne? Comment l'Allemagne donc allait être organisée? Et les États-Unis et l'URSS qui étaient donc les principaux acteurs n'étaient pas d'accord donc sur l'organisation de l'Allemagne. Pour l'URSS, l'Allemagne, il fallait le démembrer, donc il fallait éclater l'Allemagne, donc diviser, anéantir. Pour les États-Unis, s'inspirant de la Première Guerre mondiale, il ne fallait pas humilier les Allemands, parce que cette humiliation pouvait être plus tard source de conflit. Et donc, cette différence de vision au sujet de l'Allemagne va faire que les divergences vont commencer à apparaître. Et Churchill va adresser une lettre toujours en 1945. Churchill va adresser donc là un télégraphe à Roosevelt lui annonçant un peu les agissements donc là des soviétiques, donc des soviétiques en 1945. Et en 1946, donc le discours de Fulton, en 1946, lors d'un voyage de Churchill aux États-Unis, à l'université de Fulton, il va faire un discours où il va dénoncer l'attitude de l'URSS en Europe de l'Est. Et c'est à partir de 1946 que lui-même il a décrit que tous les pays qui se situent derrière le rideau de fer, le terme que Churchill a utilisé, il dit que un rideau de fer est descendu sur l'Europe, séparant donc l'Europe libre, c'est-à-dire la partie de l'Europe de l'Ouest qui était libérée par les États-Unis, qu'il déclare étant la partie de l'Europe libre, la partie éclairée, et pour l'autre partie de l'Europe de l'Est qui était libérée par l'URSS, que cette partie-là, une ombre est descendue sur l'Europe, c'est-à-dire c'est une partie où règne l'obscurantisme, parce que l'URSS en 1945 avait dit que tout ce qui est libéré par l'armée rouge est rouge. Donc tout ce qui est libéré par l'armée rouge est rouge. Et on sait que toute l'Europe de l'Est était libérée par l'armée rouge. Donc si on cite certains pays de l'Europe de l'Est, donc la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, etc. Donc tous ces pays de l'Europe de l'Est étaient libérés par l'URSS. Et l'URSS avait déclaré que donc, tout ce qui est libéré par l'Europe, autant pour moi, tout ce qui est libéré par l'armée rouge, qui est l'armée soviétique, est rouge. Et donc, le discours de 1946 de Winston Churchill aux États-Unis allait dénoncer cette situation donc, de la mainmise soviétique à l'Europe de l'Est. Et donc, on peut dire que ce discours-là est fondateur parce que les pays décrits par Churchill en 1946, ces pays exactement, donc ce tracé a été donc, le tracé de frontière qui séparait l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et en 1947, le président américain Henry Truman, qui a remplacé Roosevelt, constatant la propagation donc, là, du communisme en Europe de l'Est, il a initié une politique pour arrêter donc, la progression du communisme. Donc le 12 mars 1947, donc, il va initier donc, une nouvelle doctrine
qu'on appelle la doctrine Truman. Donc cette doctrine qu'on appelle doctrine Truman, ou bien l'endigue. Je vais écrire d'abord le terme en anglais qu'on a traduit en français. En anglais, c'est containment. Containment. Donc, containment en français veut dire endiguement. Endiguement. Donc, la politique de l'endiguement. Donc, la doctrine Truman, containment ou endiguement, c'est le même concept. Cette doctrine Truman visait à endiguer, c'est-à-dire à limiter la progression du communisme. C'est ça qu'on appelle endiguement. Donc, endiguement, donc on a le radical dig. Donc, c'était de limiter la progression du communisme. Le communisme était déjà en Europe de l'Est. Donc, il fallait contenir la progression du communisme. Il fallait limiter le communisme en Europe de l'Est. Donc, c'était la vision de Truman. Et cette doctrine Truman était accompagnée donc là d'un plan économique. Le plan Marshall. Donc, le plan Marshall, c'est un volet de la doctrine Truman. Et le plan Marshall, donc c'est le volet économique, c'est-à-dire les pays européens qui étaient traversés par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient en ruine, ces pays qui étaient détruits. Ces pays, il fallait les aider économiquement pour qu'ils ne tombent pas dans le communisme. Parce que pour Truman, le terreau fertile du communisme, c'est la pauvreté. Quand on laisse les gens dans la pauvreté, ces gens sont facilement récupérés par donc, le communisme. Et pour empêcher que ces pays ne tombent dans le communisme, donc il fallait les aider économiquement. C'est pour ça que le plan Marshall, donc, proposé par le général Marshall, donc, va être composé de 13,5 milliards de dollars. 13,5 milliards de dollars américains. Ce 13,5 milliards de dollars allait être sous forme d'aide. Donc, aide, 80% sous forme d'aide, simplement les 20% étaient remboursables. Et cette aide était destinée aux pays qui acceptaient de s'allier avec les États-Unis. On va le voir. Donc, cette aide était donc, simplement destinée aux pays qui accepter de s'allier donc là avec les États-Unis. Donc c'est ainsi qu'on va noter maintenant la formation des blocs. Maintenant les blocs vont se dessiner, vont être clairs. Dès lors que les États-Unis ont proposé leur aide, les pays qui étaient d'accord avec leur vision des choses vont naturellement recevoir cette aide. Et l'URSS, dont son armée était présente dans les pays libérés, comme je vous l'ai évoqué tantôt, parce que leur vision était que les pays libérés par l'armée rouge donc, seront rouges. Donc ces pays ont reçu des injonctions à ne pas accepter l'aide américaine. Donc ainsi, donc, on voit qu'il y a une rupture maintenant, une formation donc, plus ou moins nette donc, là, de ces différents plans. Donc on aura ici le plan Marshall de 13,5 milliards. Donc 13,5 milliards de dollars, donc vous l'avez dit 80% de dons et 20%. La guerre froide va éclater dans une ville symbolique, Berlin, qui est la capitale de l'Allemagne. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit, dès 1945, la rupture qui se dessinait entre les États-Unis et l'URSS était au sujet de l'Allemagne. Parce que la vision qu'ils avaient de l'Allemagne était une vision différente. Et à la conférence donc, là, de Potsdam, donc, il y a eu un partage de l'Allemagne. Un partage de l'Allemagne en quatre zones. L'Allemagne était donc divisée en 4 zones. Hein, donc 4 zones. Une zone pour l'URSS, une zone pour les États-Unis, une zone pour la Grande-Bretagne. C'était 3 au début, mais la Grande-Bretagne et les États-Unis ont prévu donc une autre zone pour la France, ce qui fait 4 zones. Donc l'Allemagne était divisée en 4 zones.
Aussi bien, l'Allemagne était divisée en 4 zones, la capitale allemande qui est Berlin également était divisée en 4 zones. La capitale allemande qui est Berlin était divisée en 4 zones. Maintenant, il se trouve que Berlin, qui était la capitale de l'Allemagne, divisée en 4 zones, se trouvait dans la zone soviétique elle-même. Donc, se trouvait dans la zone soviétique elle-même. Ainsi, pour punir les agissements des États-Unis, je vous ai dit qu'ils voulaient appliquer la politique du containment, qui ont lancé le plan Marshall pour aider les pays qui étaient avec eux. Maintenant, pour se venger de tous ces agissements américains, le président russe, Staline, va empêcher à la Grande-Bretagne, aux États-Unis et à la France d'accéder à leur zone à Berlin. C'est ça qu'on appelle là le blocus de Berlin. Le blocus de Berlin. Le blocus de Berlin, donc, c'est que Staline, qui voulait se venger des agissements américains et de ses alliés, parce que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ils étaient tous donc alliés du bloc de l'Ouest. Donc, pour se venger donc il va empêcher à ces gens de traverser sa zone d'occupation par la route, par le chemin de fer et naturellement par l'accès donc fluvial. Et il ne restera qu'une seule voie, c'est-à-dire la voie aérienne. Donc ici, maintenant pour contourner le blocus de Berlin, les États-Unis et leurs alliés, donc ils vont maintenant ils vont créer ce qu'on appelle un pont aérien. Donc le pont aérien, c'est le fait de rejoindre les zones d'occupation américaine, française et britannique par des avions. Parce que les Russes avaient bloqué l'accès terrestre, ni par voie ferroviaire, ni par voie routière. Donc il fallait simplement faire un transport aérien. Donc les États-Unis ont créé ce pont aérien pour contourner le blocus de Berlin. Donc on note ainsi que 1948 est la première crise de la guerre froide. Donc la première crise de la guerre froide qui s'est passée également dans une ville symbolique qui est la ville de Berlin. Et on appelle également la première crise de la guerre froide ou bien la première crise de Berlin, parce qu'on va noter qu'il y aura une autre crise de Berlin. Donc nous allons y revenir plus tard. Et si vous avez bien constaté également, nous avons procédé par un raisonnement chronologique. On a suivi un peu l'évolution chronologique des différents événements. On pouvait opter pour une autre approche, c'est-à-dire faire une approche thématique. Mais l'approche chronologique est beaucoup plus facile à comprendre. D'aller là de date en date, donc 1945, 1946, 1947, 1940, 48. Et on va noter que la première crise de Berlin va se terminer en 1940-49. Donc, près de 1 an, il y aura un blocus. Maintenant, le blocus sera levé en 1949. Et la levée du blocus de Berlin sera suivie par la division de l'Allemagne. Maintenant, l'Allemagne va être éclatée entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'est d'abord l'Allemagne de l'Ouest qui a été créée. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, donc ils vont regrouper leurs zones. Donc ils avaient 3 zones qu'on appelle trizones. La trizone, c'est la zone d'occupation des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. Ils vont réunir maintenant leurs zones et former un pays qu'on va appeler la RFA. La République fédérale allemande. Et par réaction à la création de la RFA, l'Union soviétique également va faire de sa zone d'occupation également un pays qu'il va appeler la RDA, République démocratique allemande. Donc maintenant on voit que la crise de Berlin a abouti à la partition de l'Allemagne. Donc une Allemagne de l'Ouest et une Allemagne de l'Est. Toujours pour rester dans la logique des relations Est-Ouest. Donc des relations Est-Ouest.
Donc une bipolarisation du monde, la division du monde en deux pôles, le pôle de l'Est, le pôle de l'Ouest. Donc vous voyez ici, donc Est-Ouest. Et ces crises vont maintenant sortir dans le cadre donc, de l'Europe et pour s'externaliser donc au niveau de l'Asie. Toujours en 1949, donc notamment le 1er octobre, en Chine, cette fois-ci, ce n'est pas en Europe, c'est en Chine. En 1949, on note la création ou bien la proclamation de la République populaire de Chine. De la République populaire par Mao. Mao qui était communiste, soutenu par l'URSS. Donc Mao va proclamer la République populaire donc là, de Chine. Et l'adversaire de Mao était Jiang Jiechi, qu'on appelle Chiang Kai-shek aussi. Jiang Jiechi, donc, qui était donc, le responsable du Kuomintang, donc le parti nationaliste donc, chinois, soutenu par les États-Unis, va également proclamer la République de Chine. Donc ne pas confondre République populaire de Chine et République de Chine. La République de Chine est connue aujourd'hui sous le nom de Taïwan ou l'île de Formose. Donc vous voyez, le même sort qui est réservé à l'Allemagne donc va être réservé à la Chine. Donc les divisions entre les États-Unis et l'URSS va conduire à l'éclatement de l'Allemagne en RFA et RDA, mais également vont conduire à l'éclatement donc de la Chine, à la partition de la Chine, donc la République populaire de Chine qui est la Grande Chine et la Chine insulaire, donc la Chine qui était donc sur la grande île de Formose, qui va être la République de Chine ou bien la Chine Taïwan. Donc vous voyez, et en 1950, pareil, toujours en Asie, en 1950, les troupes de Kim Il-sung, en 1950, allait éclater une guerre en Corée, la guerre de Corée. Donc cette guerre, elle est très importante dans les relations Est-Ouest, la guerre de Corée. Parce que cette guerre de Corée qui a été déclenchée en 1950, on va également voir les oppositions entre les États-Unis et l'URSS. La Corée du Nord, qui avait annexé la Corée du Sud, était soutenue par l'URSS et la Chine. Donc c'était la Corée du Nord communiste. Et la Corée du Sud était soutenue par les États-Unis, Corée du Sud, USA. Donc vous voyez, et en 1953, maintenant, 1953, on note la fin de la guerre de Corée, mais avec le même résultat, avec la division de la Corée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Jusqu'à présent, on note donc l'existence de ces deux Corées qui sont pratiquement des pays qui s'opposent sur beaucoup de choses. Et si on remonte bien l'histoire, donc la partition de la Corée donc, remonte à l'histoire de la guerre froide. Donc on va ici noter donc cette fin 1953 maintenant. À la fin 1953, on va entrer dans une autre phase de la guerre froide. Donc ici, si on récapitule bien, donc la rupture des alliances et la formation des blocs. Donc de la rupture des alliances et la formation des blocs, on a noté également donc l'apparition des premières crises. Donc ici, on a une formation de bloc de l'Est qui était composé de tous les pays libérés par l'URSS et du bloc de l'Est, donc composé de tous les pays libérés par l'URSS et du bloc de l'Ouest composé de tous les pays libérés par les États-Unis, séparés, comme l'a dit Winston Churchill, par le rideau de fer. Donc le rideau de fer qui sépare l'Europe de l'Est à l'Europe donc là de l'Ouest. Et chaque camp se réclamait d'être le camp donc
démocrate. Ok. Et ici également, on a noté que pour contenir la progression du communisme, les États-Unis avaient mis en place le plan Marshall de 13 milliards 500 millions de dollars. Et à partir donc là de cette aide, on va voir le déclenchement donc là des crises, notamment la première crise de Berlin 1948, la création donc de la RFA, de la RDA en 1949, la partition de la Chine en 1949 et la division de la Corée en 1950. À la même période, je vais passer. Donc, à la même période, on va noter, toujours dans la consolidation des blocs, à la même période, on va noter la création donc là, de beaucoup de cadres d'alliances qu'on appelle la pactomanie. Les États-Unis, toujours dans le cadre de la stratégie du containment, en 1947, ont signé le pacte de Rio. Le pacte de Rio de Janeiro, la capitale donc là, du Brésil, Rio. Ce pacte de Rio était une alliance militaire qui permettait aux États-Unis de protéger tous les pays de l'Amérique latine d'une probable agression de l'URSS et de ses alliés. Et en 1949, donc le pacte le plus célèbre, c'est l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une alliance militaire qui permettait aux États-Unis de protéger les pays de l'Europe, la France, la Grande-Bretagne, la Turquie, la Belgique, etc. Donc, tous ces pays, même le Canada faisait partie donc là du traité, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc vous voyez. Ensuite, les États-Unis vont en 1951 donc, signer l'OTAN, Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. Donc pour protéger ses alliés donc là, de l'Asie, comme la Corée du Sud, comme le Japon, etc. Ensuite, les États-Unis vont signer l'ANZUS. L'ANZUS, Alliance Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis. Donc pour protéger les pays de l'Océanie. Pour les pays également, donc 1954, il va donc signer le pacte de Bagdad. Le pacte de Bagdad. Donc Bagdad est la capitale donc, là, de l'Irak. Donc pour protéger ses alliés donc, là, du Moyen-Orient, donc pour protéger éventuellement les routes donc, là, du pétrole. Donc vous voyez, les États-Unis vont signer toutes ces alliances militaires. Et pratiquement dans tous les continents, le pacte de Rio c'est en Amérique du Sud. L'OTAN c'est en Europe, surtout l'Europe de l'Ouest. OTAS c'est en Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est. ANZUS en Océanie. Et le pacte de Bagdad, c'est au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Donc, vous voyez, toutes les régions du monde ont été quadrillées. Et tout ceci était fait dans le cadre donc, là, du containment, de contenir le communisme, la politique de l'endiguement. Donc, il fallait nouer des alliances avec toutes ces parties du monde pour endiguer la progression donc, là, du communisme. Donc, c'était très fait. C'était fait de manière, fait de manière réfléchie, de manière très stratégique donc, par les États-Unis. Et on appelle l'ensemble donc, là, de ces pactes, là, on le désigne par l'acronyme la pactomanie. La pactomanie. Donc les États-Unis étaient prompts à signer plusieurs pactes. Et en réponse à ces différents pactes que les États-Unis ont signés, l'URSS également, le bloc de l'Est, donc ils vont signer
le pacte de Varsovie, qui est une alliance militaire, le pacte de Varsovie, Varsovie est la capitale de la Pologne. Donc le pacte de Varsovie également était une alliance militaire qui permettait à l'URSS de protéger ses alliés, comme ces alliances également permettaient aux États-Unis de protéger ses alliés. Donc on voit que chaque bloc a des alliances militaires pour protéger ses alliés. Donc le monde était dans une situation de crise, une situation tendue. Mais n'oubliez pas la définition donc, de Raymond Aron qui disait au départ que nous étions dans une situation de paix impossible, mais dans une situation également de guerre improbable. Quelles que soient les menaces qui pesaient sur le monde, quelle que soit la rigueur de l'opposition entre les États-Unis et l'URSS, chacun des deux leaders se gardait donc de dépasser les limites parce qu'ils ne voulaient pas entrer en guerre, parce que chacun d'eux avait un arsenal militaire qui lui permettait donc de mettre fin, de faire beaucoup de dégâts. N'oublions pas que depuis 1945, les États-Unis étaient possesseurs de la bombe atomique. Bombe atomique. Les États-Unis en 1945, ils étaient les seuls à posséder la bombe atomique qui a fait beaucoup de dégâts. Donc là, au Japon, notamment, le bombardement de Hiroshima le 6 août et de Nagasaki le 9 août. Mais à partir de 1949, l'équilibre sera rétabli. L'URSS aura sa bombe atomique comme les États-Unis. L'URSS aura sa bombe atomique comme les États-Unis. Et on va naturellement parvenir à ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur. La terreur, c'est une très grande mal, de trop grosses conséquences. Chacun d'eux pouvait faire des conséquences énormes. Donc, étant donné que chacun peut faire des dégâts énormes, maintenant, l'équilibre est rétabli. L'équilibre de la terreur. Et cet équilibre de la terreur, comme je l'ai dit, va nous permettre de basculer dans la deuxième phase de la guerre froide. Donc cette deuxième phase qui va commencer à partir de 1945. On va appeler ça la coexistence pacifique. La coexistence pacifique. La coexistence pacifique. Maintenant, ils vont essayer de vivre en paix. En tout cas, pacifique, c'est-à-dire la paix. Ils vont maintenant essayer de vivre en paix parce que la période de 1947 à 1953, c'est une période très chaude. Donc on a eu la différentes guerres, la guerre de Corée, la guerre civile en Chine, le blocus de Berlin, etc. Donc vous voyez que c'est des crises. Je n'ai pas parlé du coup de Prague. En 1948, où les communistes avaient renversé le pouvoir en Tchécoslovaquie, le coup de Prague, tous ces événements se sont passés entre cette période de 1947 et 1953, donc qui était une période de tension très vive. Mais après cette période de tension très vive, on va maintenant aller dans une phase de détente, dans une phase d'accalmie, dans une phase de paix relative. Et donc cette phase de paix relative, on va appeler ça la détente ou bien la coexistence pacifique, qui commence à partir de 1953. Et un certain nombre de facteurs vont faciliter la coexistence pacifique. Je l'ai dit, d'abord l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur. Chacun de posséder une bombe atomique qui pouvait mettre fin à l'existence. L'autre élément, c'est en 1953 également, il y a eu le changement de dirigeant. Le changement de dirigeant. Le changement de dirigeant aux États-Unis, en URSS d'abord. Donc Staline est mort et il sera remplacé par Nikita Khrouchtchev, qui est un dirigeant beaucoup plus favorable à la paix. Truman, qui était un général, qui était également plus belliqueux,
Truman sera remplacé par Eisenhower. Donc, remplacement de dirigeants aux États-Unis et en URSS. Donc, on aura Khrouchtchev et Eisenhower. Donc Eisenhower et Khrouchtchev vont remplacer respectivement Truman et Staline, qui étaient donc beaucoup plus belliqueux. Truman et Staline ils avaient une attitude beaucoup plus guerrière que les deux autres suivants qui vont les remplacer. Et à partir donc, là, de cette période, donc, on va noter à travers le monde un certain nombre d'accalmies. Et Khrouchtchev disait même lui, il dit que quand deux voisins habitent ensemble et que personne ne peut faire quitter l'autre, maintenant il faut apprendre à coexister pacifiquement. Ce n'est pas parce qu'ils sont des amis. Donc la coexistence pacifique, ce n'est pas parce qu'ils sont des amis, mais c'est parce qu'ils ont appris à vivre ensemble malgré les différences. Et ce qui va donc, un peu amener donc, une accalmie donc, au niveau mondial. Donc, ok. C'est cela. Ok, mais cette période de détente sera perturbée. Donc cette coexistence pacifique sera perturbée d'abord en 1961 par la deuxième crise de Berlin. Donc je vous ai dit ici, la première crise de la guerre froide, c'est la crise de Berlin, donc qui s'est passée en 1948, mais la deuxième crise de Berlin, c'est en 1961. Et elle était causée par un départ massif. Je vous dis qu'il y a eu deux républiques allemandes, la fédérale allemande et la République démocratique allemande. Avec l'aide des Américains, l'aide économique des Américains, la RFA, qui était alliée du bloc de l'Ouest, donc qui avait une monnaie, de la Deutsche Mark, donc était dans une embellie économique. Économiquement, la RFA, c'est-à-dire la zone contrôlée par les Américains, était plus développée que la zone contrôlée par les Soviétiques. Donc cette embellie économique va faire que beaucoup d'Allemands de l'Est vont fuir pour aller à l'Ouest. Donc beaucoup d'Allemands de la RDA vont essayer de fuir pour aller à la RFA. On a dénombré à peu près 3 millions d'Allemands. Ils vont fuir la misère de l'Allemagne de l'Est, contrôlée par l'URSS, pour aller vers l'Allemagne. Ils vont fuir l'Allemagne de l'Est, contrôlée par l'URSS, pour aller vers l'Allemagne de l'Ouest, donc qui était sous domination états-unienne. Et pour empêcher cette saignée démographique, pour empêcher ces populations de fuir vers la RFA, les Russes, avec Khrouchtchev, ils vont initier donc là, la construction d'un mur. Ils vont initier la construction d'un mur, une séparation physique nette, une séparation nette qu'on va appeler le mur de Berlin. Le mur de Berlin. Donc le mur de Berlin est construit en 1961 dans le but d'empêcher les populations qui habitaient l'Allemagne de l'Est à fuir vers l'Allemagne de l'Ouest. Et ce mur donc, était gardé. Et toute personne qui tentait de franchir donc, là, ce mur pour aller à l'Allemagne de l'Ouest, donc il pouvait être donc, abattu. Vous voyez? Et les Américains, plus tard, lorsque Kennedy va venir visiter l'Allemagne de l'Ouest, il va appeler le mur de Berlin le mur de la honte. Il dit que la construction donc, là, de ce mur de Berlin, c'est un symbole de l'échec de la politique de l'URSS en RDA. Parce que si les Allemands cherchent à quitter la RDA pour aller à la RFA, c'est que le capitalisme est donc beaucoup plus profitable que le communisme incarné par l'URSS. Et on verra que naturellement, donc, cette deuxième crise de Berlin va aboutir à la construction de ce mur qu'on va appeler la deuxième crise de Berlin. Et ce mur va symboliser maintenant physiquement ce qu'on appelait le rideau de fer. Le rideau de fer n'était qu'une théorie. En tout cas, il n'y avait rien sur le plan matériel qui pouvait le matérialiser. Mais à partir de la construction du mur, maintenant, le rideau de fer est maintenant donc,
quelque chose de concret, quelque chose de visible. Et en plus, 1962, il y aura une autre crise qu'on appelle une autre crise de la détente. Cette crise sera, après la guerre de Corée, une des crises les plus graves de la guerre froide, parce qu'elle se passe à quelques encablures des États-Unis. Je vais revenir sur ça pour vous expliquer pourquoi. C'est la crise de Cuba. Le Cuba est une petite île. Le Cuba est une petite île située au large des États-Unis. Et ce pays qui a vu l'arrivée au pouvoir en 1959 d'un jeune révolutionnaire, Fidel Castro, ce jeune révolutionnaire Fidel Castro a renversé l'allié des Américains qui était Batista, qui donc tenait ce pays. Et pour Fidel Castro, Batista était un traître, en tout cas un dictateur. Et lui, il va, avec l'aide de Ernesto Che Guevara, ils vont renverser le régime de Batista. Et ils vont maintenant donc subir un peu les attaques des Américains. Et Fidel Castro va s'allier stratégiquement avec l'URSS. Et l'alliance entre Fidel Castro et l'URSS va être vécue comme une honte pour les États-Unis. Je vous ai dit que Truman, en 1947, avait déclenché sa doctrine, avait théorisé sa doctrine donc là, de l'endiguement, c'est-à-dire empêcher la progression du communisme à travers le monde, limiter le communisme dans les zones où il s'est déjà installé, c'est-à-dire en Europe de l'Est. Mais maintenant, le communisme est sorti de l'Europe de l'Est. Le communisme est en Asie, en Chine, en Corée. Mais mieux, le communisme maintenant est aux portes des États-Unis. Le communisme est aux portes des États-Unis parce que le Cuba, c'est une petite île pas loin des États-Unis. Donc ça, c'est un affront pour les Américains. Et les Américains ne vont pas vouloir donc laisser cette chose-là passer. Ainsi, donc ils vont armer des révolutionnaires cubains qui seront entraînés par la CIA donc, américaine pour venir renverser le régime de Fidel Castro à travers ce qu'on appelle une opération militaire, l'opération des cochons. Cette opération militaire secrète, donc là, des révolutionnaires cubains, avec l'aide de la CIA américaine, avait pour mission donc de venir renverser le régime de Fidel Castro. Mais cette opération a échoué et Fidel Castro est sorti plus renforcé. Maintenant, pour ne plus subir les attaques donc, des États-Unis, il va faire appel maintenant à Khrouchtchev qui va envoyer donc, des fusées, des rampes de lancement. Les fusées n'étaient pas encore arrivées. Des rampes de lancement. Des rampes de lancement de fusées. Parce que l'URSS avait des fusées qui étaient capables donc d'atteindre les États-Unis. Parce que l'URSS, depuis 1957, donc, avait lancé Sputnik, qui était donc une fusée spatiale qui permettait donc de diriger des armements donc, pour atteindre la côte ouest des États-Unis et même au sud des États-Unis. Ces rampes de lancement étaient installées au Cuba, pointées vers les États-Unis. Et lorsque les avions de reconnaissance américains ont détecté les rampes de lancement russes au Cuba, le président Kennedy, qui dirigeait les États-Unis à l'époque, a fait un très grand discours télévisé et a donné un ultimatum aux Russes de démanteler les rampes de lancement, mais également de détourner, parce que les rampes de lancement étaient là, mais les fusées qui devaient armer ces rampes de lancement, les fusées étaient donc convoyées vers les États-Unis. Et maintenant, donc ces fusées ne sont jamais arrivées. Donc, grâce au discours donc, là, de Kennedy, et un accord allait être trouvé où les États-Unis allaient renoncer de s'attaquer au Cuba,
mais les Russes allaient démanteler leur armement pour retourner d'où ils venaient. Donc on a jugulé, ainsi le monde est passé donc là d'une autre seconde crise extrêmement grave. Parce que je dis, la première crise qui avait failli faire déclencher la seconde utilisation de la bombe atomique, c'était la guerre de Corée. Truman avait menacé encore une fois d'utiliser la bombe atomique. Mais heureusement, donc là, il y a eu des accords, l'accord de Panmunjom qui a permis la création donc là, de deux Corées. Et la deuxième crise grave qui a failli faire basculer le monde dans une guerre également, c'était donc la crise de Cuba de 1962. Donc vous voyez, ce sont des crises extrêmement donc, difficiles qui vont donc traverser le monde. Mais après cette crise qu'on a frôlée, comme lors de la crise de Corée, donc on va entrer dans une autre phase de la guerre froide qu'on va appeler maintenant la détente. Donc on va mettre grand 3, la détente. La détente. La détente. Donc la détente est une période qui a suivi la crise de Cuba, où le monde a failli plonger dans une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS, comme également en 1953. Donc à chaque grande crise, on va vers des périodes donc là d'accalmie. Après la crise de Corée, après la guerre de Corée de 1953, on est rentré dans la coexistence pacifique. Maintenant, après la crise de Cuba, on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase donc là, de la détente. Phase de détente. 3. La détente. Donc 1963 ou 1962, 1975. Donc cette phase de la détente. 1962, 1975. Et cette phase de la détente sera marquée par un certain nombre d'accords. Donc cette phase sera marquée par un certain nombre d'accords entre les États-Unis et l'URSS. Donc l'URSS et les États-Unis vont avoir un certain nombre d'accords. Et le premier accord donc il va les lier, donc on va considérer donc le premier accord qui va donc les lier donc sera au sujet donc là des armements. Donc ils vont trouver des accords pour limiter les armements. Donc à travers ce qu'on appelle les accords SALT. SALT c'est un acronyme en anglais. SALT ça veut dire strategic arms limitation. Strategic Arms Limitation Talks. Bon, si on traduit en français, c'est accord de limitation des armes stratégiques. Donc il y avait tellement d'armes stratégiques, donc il y avait des bombes atomiques, des bombes hydrogéniques, des fusées intercontinentales, etc. Et tout cet arsenal nucléaire menaçait la paix et la stabilité du monde. Et il fallait naturellement donc trouver un accord. En plus donc de ces armes nucléaires que possédaient les États-Unis et l'URSS qui étaient les deux grandes puissances de l'époque, il y aura d'autres nouvelles puissances qui vont entrer en jeu. La France va être une puissance nucléaire. La Grande-Bretagne va être une puissance nucléaire. Donc la Chine va être une puissance également nucléaire. Donc on a une prolifération des armes nucléaires. Donc les armes nucléaires commencent à être partout à travers le monde. Donc on n'avait que deux puissances militaires, deux puissances nucléaires, les États-Unis et l'URSS. Maintenant, en plus de ces deux puissances nucléaires, on aura la France, la Grande-Bretagne et la Chine qui vont être à un retour des puissances nucléaires. Et donc on note une prolifération,
une diffusion des armes nucléaires à travers le monde. Et ceci va menacer davantage la paix et la stabilité du monde. Et il fallait qu'en tant que leader, les États-Unis et l'URSS puissent trouver donc là des accords pour la limitation de ces armes. Il se trouve également que pendant cette période 1962-1975, donc il y avait une fissure une fissure dans les blocs. Une fissure dans les blocs. Cette période était marquée par une fissure dans les blocs. Une fissure. Donc. Une fissure dans les blocs. Les États-Unis, avec le bloc de l'Ouest, étaient contestés par la France. La France avait contesté l'hégémonie américaine. Et la France donc la sort de l'OTAN. La France du général de Gaulle sort de l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc on voit que l'entente qui existait dans les blocs, cette entente, donc on ne le retrouve plus. Les blocs étaient retrouvés affaiblis. Le bloc de l'Ouest était retrouvé affaibli. Donc ça c'est dans le bloc de l'Ouest. Dans le bloc de l'Est également, avec le retrait des armes soviétiques au Cuba, Mao va contester le leadership de Khrouchtchev. Il va l'appeler un tigre en papier. Il dit que comment dirais-je, Khrouchtchev n'est fort que dans le papier, il n'est pas assez courageux. Et lorsque les Américains l'ont menacé, il a cédé aux menaces américaines. Donc il est un tigre en papier, il n'est pas un véritable tigre. Et donc on voit la Chine conteste l'URSS. Donc la Chine qui était le principal allié de l'URSS va le contester. La France qui était un des principaux alliés des États-Unis également va quitter l'OTAN et contester également le leadership américain. Donc on voit ici que au sein des blocs même, il y a une certaine fissuration. Donc ce qui fait qu'il y a un affaiblissement donc, là, de ces leaders, ce qui va les pousser à aller vers la détente. Donc vous voyez, il y a plusieurs facteurs qui donc, sont pour la détente. Un, il y a eu la prolifération des armes stratégiques qu'il fallait donc maîtriser. Deux, il y a de nouvelles puissances nucléaires donc, qui ont émergé. Et trois, il y a une fissure dans les blocs qu'il fallait juguler par donc, un rapprochement entre les dirigeants. Et ce rapprochement va conduire naturellement à des voyages. Ok. C'est ça. Donc ce rapprochement va conduire à des voyages. Maintenant, Khrouchtchev va aller aux États-Unis et le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis et de Nixon en URSS en 1971. Donc Nixon va aller en URSS. Et il était inimaginable qu'un dirigeant américain se rende donc en Union soviétique en pleine période de la guerre froide. Et c'était un symbole de la détente. C'était un symbole que les relations étaient plus ou moins apaisées. Donc les relations étaient plus ou moins apaisées à cette Ils seront soutenus par les Américains. Donc les Moudjahidines du peuple seront soutenus par les Américains. Et l'URSS, on note une certaine rivalité qui va encore naître. Et malgré les accords de limitation des armes stratégiques, l'URSS va mettre au point de nouvelles armes. Donc on appelle des missiles SS. Des missiles SS-20. L'URSS va mettre en place de nouvelles missiles, de nouvelles armes, qui est une violation donc là, des accords de limitation des armes stratégiques, des accords SS-20. Et en réponse à cette violation, les États-Unis également vont mettre en place des missiles Pershing. Des missiles Pershing. Donc ils vont maintenant. Donc
replonge dans une nouvelle période de confrontation que d'autres appellent la guerre fraîche. Donc d'autres appellent la guerre fraîche. C'est une nouvelle confrontation, mais une confrontation moins vive que celle allant de 1947 à 1953. Parce qu'ici, on note donc là des œuvres d'alliance qui vont se manifester en Afghanistan, mais qui vont même se manifester en Afrique, parce que lors de la guerre d'Angola, l'URSS a soutenu donc l'UNITA et naturellement l'URSS a soutenu les MPLA et les États-Unis ont soutenu l'UNITA, donc en Afrique lors de la guerre d'Angola. Donc vous voyez, donc cette opposition s'était manifestée partout. Ok, mais cette opposition va surtout s'accélérer en 1980. En 1980, un président républicain, comment dirais-je, Ronald Reagan, donc en 1980, Ronald Reagan accède au pouvoir. Contrairement à ses prédécesseurs comme Eisenhower, comme Kennedy, ces gens qui étaient plus ou moins portés vers la paix, Ronald Reagan, lui, il est un peu dans le style de Truman, donc il est beaucoup plus belliqueux, donc il est beaucoup plus guéri, il a une attitude beaucoup plus guerrière. Et naturellement, donc il va se lancer en s'inspirant d'un film qu'on appelait donc Star Wars. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. En tout cas, en français, ça devient La guerre des étoiles. Guerre des étoiles. Qui est un film très célèbre d'ailleurs, Star Wars. Mais il va s'inspirer de Star Wars pour initier, donc lancer une initiative de défense stratégique, IDS, initiative de défense stratégique, qui va équiper les États-Unis donc de capteurs de rames anti-missiles. Si par malheur l'URSS lançait des missiles envers les États-Unis, donc là ces anti-missiles allaient capter donc toutes ces attaques aériennes vis-à-vis des États-Unis. Donc il va lancer cette initiative de défense stratégique, IDS, ou on appelle ça donc Star Wars. Et naturellement, donc ceci va mener à une reprise beaucoup plus vive de la tension entre les États-Unis et l'URSS. Maintenant, à partir de 1985, en URSS, on va noter l'arrivée au pouvoir d'un dirigeant qu'on appelle Mikhail Gorbatchev. Donc, en 1985, Gorbatchev qui arrive au pouvoir en URSS, en remplacement de Brezhnev, va mettre un peu de pédale douce à la guerre froide, parce que avec la concurrence qu'il y avait entre les États-Unis et l'URSS était dans une phase de détresse économique, parce qu'économiquement les États-Unis étaient beaucoup plus forts. Et l'URSS les a suivis dans ce combat de l'armement en oubliant certaines priorités comme l'agriculture et également certains besoins primaires de ces populations. Ce qui fait que la misère était grandissante, donc l'endettement était criard et l'URSS n'arrivait plus à suivre les États-Unis du point de vue économique. Et l'arrivée de Gorbatchev va coïncider donc à des changements pour apporter des réformes pour ne pas donc toujours creuser le déficit vis-à-vis des États-Unis. Et Gorbatchev en 1985, il va lancer, à son arrivée au pouvoir, il va lancer donc là des politiques qu'on appelle la réforme et la transparence. Transparence et réforme. Donc plus connu donc sous le nom, donc la réforme c'est la glasnost et la transparence c'est la perestroïka. Perestroïka.
Bon. Mais si ces concepts peuvent être compliqués pour vous, vous retenez simplement réforme et transparence. Réforme. Quelle réforme? Donc réforme de l'économie. Parce qu'on sait qu'avec le déclenchement de la guerre froide, l'économie soviétique était une économie de guerre. Donc une économie basée sur la production des armes, la production de missiles, la production donc, de bombes atomiques, la conquête de l'espace, etc. Parce que n'oubliez pas que dès 1957, je vous l'ai dit que les Russes ont lancé le fusée Sputnik. Les Russes sont les premiers à visiter l'espace. Donc, les premiers fusées lancées dans l'espace est fait par les Russes en 1957 avec Yuri Gagarin, qui va être le premier homme à aller dans l'espace. Et ce qui fait que, donc, à cette période même, du point de vue technologique, les États-Unis se sentaient un peu dépassés par l'URSS. Et en réponse Sputnik, les États-Unis avaient donc créé à cette époque la NASA. Donc, nous n'avons pas insisté sur ces faits. Nous avons voulu simplement insister sur donc, les alliances militaires, les accords et autres. Mais ça également, notez que la NASA aujourd'hui, qui exploite beaucoup de choses que nous utilisons dans notre technologie, comme le GPS, dans nos connexions, etc. Donc, la NASA est née en pleine guerre froide, donc en réponse aux défis soviétiques avec Sputnik. La CIA également, dans le renseignement rapide, est née en pleine période de la guerre froide. L'Internet aujourd'hui que nous utilisons est né également en pleine période de la guerre Internet. Donc c'était pour la circulation donc, rapide de l'information utilisée par les CIA, mais au début c'était simplement à usage militaire. Les civils n'avaient pas accès à cela, donc c'était utilisé par des espions où il fallait donc, rapidement donc, transférer les informations très rapidement. Et pour les espions également, toujours, les Russes avaient le répondant de la CIA, c'est les Russes, c'était le KGB, qui était également donc, le renseignement. L'espionnage et le contre-espionnage étaient donc très en vue à cette période. Mais nous n'avons pas pu insister sur certains aspects donc, de la guerre froide, mais nous avons donc tenu à parler uniquement donc, là, des grandes lignes. Mais retenez tout simplement que le grand point de basculement dans le monde soviétique va commencer en 1985 avec l'arrivée d'un nouveau président, Mikhail Gorbatchev, donc qui va initier deux grands projets, la Glasnost et la Perestroïka, qu'on appelle réforme et transparence, qui avaient pour but de rétablir le déficit économique donc de l'URSS. Mais la transparence également, parce que le système soviétique était gangréné par la corruption, donc la corruption des dirigeants. Donc il fallait donc amener un peu de transparence maintenant pour permettre à l'État de pouvoir déplacer, juguler donc toutes ces difficultés. Mais ces réformes de Gorbatchev vont déstructurer le régime communiste. L'URSS va être déstructuré par donc là ces réformes de Gorbatchev. Et naturellement, donc ça va conduire en 1989. Donc on va donc noter à partir de 1989 la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin qui était construit en 1961, donc, ce mur donc, va être naturellement détruit. Donc la chute du mur de Berlin. C'est un symbole. Parce que je vous l'ai dit que Berlin était un symbole parce que c'était le symbole de la division entre l'Est et l'Ouest. Mais c'était le symbole également, un symbole dans la mesure où la guerre froide, la première crise de la guerre froide a éclaté à Berlin. Mais si aujourd'hui on en revient à dire qu'il y a une chute, donc la chute du mur de Berlin,
Donc ça montre également que Berlin est également un autre symbole donc, de la guerre. Et ce chute du mur de Berlin, là, marque la fin de l'URSS. Donc la disparition de l'URSS qui va donc éclater en 1991 plus tard, et la disparition de l'URSS donc équivaut à la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide. Donc la disparition de l'URSS va conduire à la fin de la guerre froide, parce que l'URSS était de 1945 jusqu'à 1991 la seule puissance militaire à rivaliser avec les États-Unis. Et les difficultés économiques ont fait que, comment dirais-je, cette concurrence va battre un peu de l'aile. Et avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir et les réformes entreprises, naturellement, donc la dégénérescence donc là, de ce régime va être accélérée et finalement on va noter donc la fin de la guerre froide parce que tout simplement l'URSS donc va être désintégrée. Et cette fin de la guerre froide signifie donc la victoire de l'Est, de l'Ouest autant pour moi, la victoire de l'Ouest, la victoire de l'Ouest. Parce que nous avions dit qu'au début, on nous a dit que c'est la victoire de l'Ouest, ou bien on peut dire la victoire du capitalisme sur le communisme. Parce que du point de vue économique, donc on voit que le modèle économique capitaliste donc, a fait beaucoup plus de succès que le modèle capitaliste, le modèle socialiste. Ainsi donc, les États-Unis vont tirer profit de cette guerre. Et en 1991, à partir de 1991, les États-Unis seront les seuls leaders à travers le monde. Donc ils seront les seuls leaders du monde. Et à partir de cette date, 1991, on va les appeler les gendarmes du monde. Les gendarmes du monde. Donc 1991 marque la fin de la guerre froide. 1991 marque la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide. Donc la victoire américaine, la victoire du bloc de l'Est, du bloc de l'Ouest autant pour moi, du bloc de l'Ouest, Et naturellement, ça fait les États-Unis les gendarmes du monde. Les gendarmes du monde. Et à partir de cette date, il y a, bon, jusqu'à aujourd'hui, donc sur du point de vue militaire, il n'y a aucun pays qui peut rivaliser avec les États-Unis du point de vue militaire au moment où nous parlons. Bien sûr que ça peut donc changer. Donc ils sont aujourd'hui les gendarmes du monde. Et on a noté également que depuis 1991, on a vu avec la première guerre du Golfe, donc, où les États-Unis ont outrepassé comment dirais-je, les recommandations de l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, ils sont les seuls au monde. Donc il n'y a pas une puissance équivalente qui peut les contrecarrer. Donc, et on verra à partir de 1991 également, on note d'autres types de conflits où peut-être nous aurons l'occasion de voir. Et ce type de conflit maintenant donc, ne va plus être une guerre confrontation Est-Ouest, mais on va appeler ça donc là une guerre asymétrique avec l'émergence d'un nouveau phénomène qu'on appelle le terrorisme. Le terrorisme qui a pris donc surtout ses racines à partir donc, de la première guerre du Golfe, mais de la deuxième guerre du Golfe, donc 2011, et les attentats du 11 septembre, etc. Donc vous voyez que le monde a profondément changé. Aujourd'hui, les confrontations ne vont plus entre
des structures bien organisées, donc, mais entre États, mais ça va entre des mouvements clandestins comme des mouvements terroristes, etc., qui attaquent des États ou bien qui attaquent donc, des systèmes. Donc la fin de la guerre froide a conduit donc, à ce phénomène. Donc, pour nous résumer, on peut dire tout simplement que la guerre froide est un conflit non armé, pour reprendre la définition de Raymond Aron, dit que c'est une situation de guerre impossible et de paix improbable, où les belligérants, les États-Unis et l'URSS se sont abstenus de faire la guerre directement. Ils se sont toujours fait la guerre par des pays interposés. Nous avons donné l'exemple en Allemagne, où les États-Unis ont soutenu la RFA et l'URSS a soutenu la RDA. En Chine, les États-Unis ont soutenu les troupes de Jiang Jiechi, le Kuomintang, et l'URSS a soutenu les troupes de Mao, qui a conduit à la division de la Chine en République populaire de Chine et en République de Chine. En 1950 également pareil, lors de la guerre de Corée, les États-Unis ont soutenu la Corée du Sud et l'URSS a soutenu la Corée du Nord. Après 1953, on est entré dans une coexistence pacifique. Donc c'est là qu'on appelle la première détente. Cette coexistence pacifique était facilitée par deux éléments fondamentaux. Le premier élément est la crise de Corée de 1950 a failli plonger la guerre dans une guerre nucléaire, a failli plonger le monde dans une guerre nucléaire. Et le deuxième élément est le changement de dirigeants à la tête donc, des États-Unis et de l'URSS. Ces nouveaux dirigeants qui vont venir au pouvoir seront beaucoup plus favorables à la paix. Et on va vivre une période de paix relative, ponctuée par certaines crises comme la deuxième crise de Berlin 1961 qui va aboutir à la construction du mur de Berlin pour empêcher les Allemands de l'Est à fuir vers l'Ouest. Mais en 1962, la crise de Cuba, qui est une petite île aux portes des États-Unis qui était soutenue par l'URSS, les États-Unis qui vont considérer la création d'un État communiste à leur porte comme un affront parce qu'ils combattaient le communisme dans les autres parties du monde. Maintenant, ils vont devoir le faire tout près de chez eux. Et cette crise de Cuba de 1962 a failli également plonger le monde dans une guerre nucléaire. Mais après cette crise de Cuba de 1962, on va noter une période de détente qui va durer de 1962 à 1975. Lors de cette détente, on va noter, comment dirais-je, la signature des accords pour la limitation des armes stratégiques qu'on appelle le SALT 1, SALT 2. On va également donc noter le voyage de certains dirigeants américains vers l'URSS, américains vers la Chine et des dirigeants donc, soviétiques vers les États-Unis, ce qui est donc là un signe d'apaisement donc là, de la tension. Mais à partir de 1975, on va noter donc, une reprise donc là, de cette confrontation avec l'occupation de l'URSS, donc l'occupation de l'Afghanistan par l'URSS et les Afghans donc, vont être soutenus par les États-Unis qui vont naturellement donc, vaincre l'URSS. Et à partir de 1980, avec l'arrivée de Reagan au pouvoir et son initiative de défense stratégique, on va replonger le monde dans une 1947-1953, mais qui sera tout de même marqué par des épisodes comme la guerre en Nicaragua et dans les autres parties du monde. Et enfin, en 1985, avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, on va donc aller amorcer donc, la fin de la guerre froide avec ces séries de réformes, la perestroïka et la glasnost. Ces séries de réformes vont déstructurer le régime communiste qui finira par se dégrager, ce régime communiste qui finira par donc, être dissous. L'URSS n'existera plus. Donc l'URSS sera remplacée par la CE, la Communauté des États indépendants. Ainsi, les États-Unis vont être les seuls maîtres du monde.
donc à partir de 1991. Je vous l'ai dit qu'ils sont les seuls maîtres du monde, c'est pour ça qu'on les appelle les gendarmes du monde, parce qu'il n'y a plus une puissance équivalente qui peut contrecarrer la toute-puissance américaine. Donc ils peuvent décider de tout ce qu'ils veulent faire dans le monde, sans pour autant qu'une puissance égale puisse les arrêter. Et dès lors, donc on va noter d'autres formes de crise. Les crises ne vont plus opposer de manière physique les États-Unis et d'autres États, ou bien très rarement, mais on va noter donc la naissance donc là, des mouvements terroristes qui vont proliférer, surtout à partir de 2001 et jusqu'à nos jours. On voit de plus en plus une résurgence donc là, des mouvements terroristes qu'on appelle dans le langage barbare des mouvements islamistes. Vous voyez un peu ça. Donc c'est en résumé, donc c'est ça la leçon portant sur la guerre froide. Je vous l'ai dit qu'on a fait une approche chronologique. On pouvait faire une approche thématique. Et cette approche chronologique donc, va permettre aux élèves qui ont suivi le cours maintenant de pouvoir traiter des sujets relatifs, naturellement. Donc, les élèves maintenant, à la fin du cours, ils peuvent citer les principales puissances de la guerre froide. Les élèves pourront également citer les principales crises de la guerre froide. Les élèves peuvent expliquer les différentes phases de la guerre froide. Et les élèves également peuvent expliquer les différents acteurs qui ont fait la guerre froide. Donc Truman, Eisenhower, etc. Donc les évaluations donc, ne peuvent porter que sur ces éléments que j'ai énumérés tantôt. Bon, j'espère que voilà, vous avez bien suivi le cours. Et la prochaine fois, nous allons revenir sur d'autres aspects de l'histoire de la classe de terminale. Je rappelle que cette leçon est la deuxième donc, du programme d'histoire. Donc après la leçon sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, la deuxième leçon c'est la guerre froide. Et c'est la leçon la plus longue du programme. Donc la leçon la plus longue du programme. Nous avons fait le maximum pour résumer autant donc, la leçon, mais vous voyez qu'elle est toujours longue. Et j'espère que le cours vous a plu et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois, toujours donc, sur votre plateforme Prébac RV 2020. Merci, à la prochaine fois. Prébac 2020 vous est offert par la République des valeurs.